Mon histoire est vraiment glaçante. Elle s'est produite il y a longtemps maintenant, lors d'une rencontre brève mais profondément perturbante. Malgré sa brièveté, elle m'a laissé une impression durable et reste probablement la chose la plus troublante que j'ai jamais vécue dans toute mon existence. Tout a commencé quand j'avais 14 ans. Pour vous situer un peu mieux, j'étais ce genre d'adolescent qui gravitait en périphérie d'un groupe sans vraiment en faire partie intégrante. Plutôt timide et réservé. J'avais des amis, bien sûr, mais nos relations se limitaient principalement aux heures de cours. Alors quand l'une de mes amies m'a proposé de passer du temps chez elle après les cours, ça représentait un changement bienvenu à ma routine quotidienne, généralement solitaire et rythmée par les jeux vidéo dans ma chambre. Nous sommes rentrés ensemble du lycée, bavardant le long du chemin, et elle m'a invité à entrer chez elle. La maison était modeste, avec ce parfum caractéristique des foyers habités depuis longtemps. En franchissant le seuil, j'ai aperçu celui que j'ai immédiatement supposé être son père. Il nous tournait le dos, affairé dans la cuisine, préparant quelque chose que je ne pouvais distinguer. C'était la première fois que je le rencontrais, et ma première impression serait, pour dire les choses avec une extrême modération, catastrophique. Alors que mon ami me présentait avec cette légèreté adolescente typique, il s'est retourné vers moi avec un grand couteau de cuisine à la main. Le métal de la lame captait la lumière de manière presque hypnotique. Soudain, sans le moindre avertissement, il a trébuché dans ma direction comme s'il perdait l'équilibre, en criant « Oups !» d'une voix qui résonne encore dans mes cauchemars. Il a rapidement retourné le couteau, enfonçant assez fort le manche contre ma poitrine avec une précision qui contredisait son apparente maladresse. Puis il a esquissé un sourire narquois, les yeux fixés sur moi avec une expression sérieuse, et a dit « Je plaisante, c'est tout ». Cette phrase, prononcée d'un ton plat, dénuée de toute chaleur ou humour véritable, m'a glacé le sang. Mon cœur battait à tout rompre dans ma cage thoracique, et intérieurement j'étais absolument terrifié, comme un animal piégé sentant le danger imminent. Même si j'ai tenté de rire nerveusement pour désamorcer la situation, je suis certain que mon visage trahissait mon malaise profond. La peur doit se lire dans mes yeux comme dans un livre ouvert. Mon ami a simplement ri légèrement en balayant l'incident d'un geste de la main, expliquant que son père faisait toujours le pitre comme ça, comme si c'était parfaitement normal, puis m'a conduit au salon. Mais une fois assis sur ce canapé défraîchi, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette sensation viscérale de malaise qui s'était installée au plus profond de mon être. J'ai tenté de l'ignorer et de reprendre une conversation normale avec mon ami, essayant de me convaincre que j'exagérais, mais son père est rapidement entré dans le salon, son ombre projetée sur le mur semblant plus grande que sa silhouette réelle. Ils avaient de la musique qui jouait à un volume modéré sur une chaîne stéréo dans le coin de la pièce. Et sans un mot, il s'est dirigé vers l'appareil et a monté le son à un niveau assourdissant qui donnait l'impression qu'un orchestre entier jouait en direct avec nous. Le vacarme rendait toute conversation impossible, créant une barrière sonore parfaite. Mon ami l'a suivi dans la cuisine et est revenu peu après, se penchant près de mon oreille pour se faire entendre par-dessus le mur de son. Elle m'a expliqué qu'elle devait aller rapidement au magasin du quartier, chercher quelque chose pour son père, et m'a demandé si je voulais l'attendre à la maison, puisque ce n'était pas loin et qu'elle ne serait pas longue. Ses yeux semblaient anxieux, comme si elle cherchait à décrypter ma réponse, avant même que je ne la formule. Vu cette rencontre pour le moins inquiétante, mon instinct de survie me hurlait littéralement de partir, et pour une fois dans ma vie d'adolescent, j'ai choisi de ne pas l'ignorer. Une alarme silencieuse résonnait dans ma tête, m'ordonnant de quitter cet endroit immédiatement. Je me suis levé précipitamment, peut-être trop brusquement, et j'ai insisté pour accompagner mon ami au magasin, prétextant vouloir acheter quelque chose moi aussi. Nous avons quitté la maison ensemble, et j'ai ressenti un soulagement indescriptible en franchissant le seuil, comme si je venais d'échapper à un piège invisible.
Je ne peux pas décrire avec précision comment s'est déroulé le reste de cette journée particulière. Les détails se sont estompés dans ma mémoire, comme un rêve au réveil. Mais je sais avec certitude que je ne suis jamais retourné dans cette maison. Quelque chose en moi refusait catégoriquement d'y remettre les pieds. Je n'ai parlé de cet incident à personne pendant très longtemps, le considérant simplement comme une interaction vraiment bizarre avec un adulte au comportement inapproprié, l'enfouissant dans les recoins sombres de ma mémoire, comme un souvenir désagréable, mais sans conséquence. J'avais presque réussi à l'oublier, à le reléguer au rang d'anecdote inquiétante. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là, et ce qui suit a transformé ce simple malaise en véritable traumatisme. 1 an plus tard environ, cet homme a fait une apparition inattendue chez nous, déposant mon ami à une fête d'anniversaire que nous organisions un samedi soir. Je l'ai immédiatement reconnu, et mon corps s'est figé instantanément. Je n'ai pas interagi directement avec lui, me tenant à distance, bien que mon père, ignorant tout, lui ait proposé une bière, avec la cordialité habituelle qu'il réservait à tous nos invités. De mon poste d'observation dans un coin du salon, je me souviens avec une netteté troublante l'avoir observé rester seul, dans un angle de la pièce, silencieux, son regard balayant méthodiquement l'assemblée, comme s'il mémorisait chaque visage, chaque détail. Ses yeux, froids et calculateurs, semblaient ne tout absorber sans rien révéler. J'ai revu le père de mon ami pour la 3e et dernière fois, mais cette fois sur l'écran de notre télévision familiale. C'était le visage d'un homme accusé de l'enlèvement et du meurtre brutal d'une femme disparue 1 semaine auparavant dans notre région. J'étais là, figé dans le salon, quand le présentateur du journal télévisé a annoncé la nouvelle, son portrait remplissant l'écran. Ce moment s'est gravé dans ma mémoire avec une précision chirurgicale. Chaque seconde de cette révélation imprimée à jamais dans mon esprit. Oubliez l'expression « avoir le sang qui se glace dans les veines ». C'est tellement plus intense et viscéral que ça. Mes parents ont plus tard commenté qu'ils avaient littéralement vu la couleur quitter mon visage à cet instant précis, comme si mon corps entier avait reconnu le danger avant même que mon esprit conscient ne puisse formuler la réalisation. Dans les jours qui ont suivi, la situation n'a fait qu'empirer. L'horreur se déroulant couche par couche, comme un oignon nauséabond qu'on épluche. En garde à vue, confronté aux preuves accablantes, il a avoué non seulement ce crime récent, mais également l'enlèvement et le meurtre d'une femme disparue depuis plus de 20 ans. Un cold case que personne n'espérait plus résoudre. Suite à ces déclarations troublantes et aux analyses méticuleuses des experts criminologues, la police en est venue à la conclusion terrifiante qu'il pourrait être un tueur en série prolifique opérant dans l'ombre depuis des décennies. Il a rapidement été considéré comme suspect potentiel dans une demi-douzaine de disparitions non résolues qui partageaient des similitudes troublantes, bien que, faute de preuves concrètes, son implication dans ces affaires reste officiellement incertaine. Mon esprit, malgré tous mes efforts pour l'en empêcher, revient régulièrement à cette première rencontre, la rejouant sous tous les angles possibles, cherchant des signes que j'aurais pu manquer. Même si ces victimes confirmées semblaient être exclusivement des femmes adultes, je ne peux m'empêcher de ressasser ces moments. Cette musique, montée à un volume assourdissant, probablement pour couvrir d'éventuels bruits, mon ami me demandant innocemment si je voulais rester seul dans la maison avec lui pendant qu'elle faisait une course. Si j'étais resté, que me serait-il arrivé exactement si quelque chose devait effectivement arriver? Y avait-il une part de lui qui était curieuse, qui se demandait s'il devait diversifier ses victimes, ou ce couteau pressé contre ma poitrine n'était-il vraiment qu'une plaisanterie déplacée et maladroite de la part d'un homme qui se révélerait être un prédateur impitoyable? Ces questions me hantent encore aujourd'hui, et je doute de jamais obtenir une réponse définitive. Parfois, dans mes moments les plus sombres, je me demande si j'ai été témoin de son processus de sélection, si j'ai été, l'espace d'un instant,
considéré comme une proie potentielle avant d'être écarté pour une raison que j'ignore. Cette pensée me réveille encore parfois en pleine nuit, trempé de sueur, le cœur battant la chamade. Je m'appelle Sophie. Je viens de Lyon. Je vais essayer de vous raconter l'histoire véridique et effrayante de ce qui m'est arrivé lors d'une excursion de camping en solitaire l'automne dernier. Je sais que ça peut sembler stupide. Une jeune femme partant camper seule dans une région qui a produit son lot de faits divers inquiétants. Mais je porte une arme, donc voilà. Je sais que ce n'est pas une protection complète, mais ça me rassure de savoir que j'ai cette option pour me défendre. C'était en octobre dernier quand j'ai décidé de partir vers le lac d'Annecy. Je voulais me détendre et me ressourcer dans le calme, avec de beaux paysages, mais sans que les sentiers soient trop difficiles, donc les abords du lac semblaient peu parfaits. C'est aussi l'un des endroits les plus fréquentés des Alpes. Et pour moi, c'est toujours rassurant d'avoir d'autres campeurs ou randonneurs dans les parages, car on ne sait jamais quand on aura besoin d'aide. J'en ai assez de ces discours du genre « je préfère l'ours aux humains ». Franchement, ça se voit que vous n'êtes pas randonneur. 99% des gens que vous rencontrez sur les sentiers sont des personnes formidables. Même les vététistes sont bien plus sympathiques que les joggeurs et cyclistes que j'ai croisés en ville. Mais je suppose que cette fois-là, je suis tombé sur l'exception qui confirme la règle. J'ai marché environ 4 ou 5 kilomètres sur le sentier avant d'installer mon camp, que j'ai pris soin de garder hors de vue du chemin principal pour préserver mon intimité. J'étais assez épuisé par la randonnée, alors après avoir monté ma tente et déballé l'essentiel, puis fait un feu de camp et réchauffé un peu de nourriture, j'ai décidé de me coucher vers 21h. Je me souviens m'être glissé dans mon sac de couchage, avoir essayé de me faire une sorte d'oreiller avec mon sac à dos et mon pull roulé en boule, puis plus rien. J'ai dû m'endormir moins d'1 minute après avoir posé la tête. La chose suivante dont je me souviens, c'est un rêve où ma sœur et moi étions à l'arrière de la voiture de mon père. Je ne sais pas où nous allions, mais ma sœur n'arrêtait pas de me taquiner à propos d'un garçon qui me plaisait, et je demandais sans cesse à mon père de lui dire d'arrêter, mais il ne disait rien. Après ça, j'ai ce souvenir très net d'avoir entendu le bruit d'une fermeture éclair dans la voiture. C'était super fort, et j'ai regardé autour de moi, mais je ne voyais pas d'où ça venait. Puis j'ai eu cette pensée claire comme de l'eau de roche. Mon Dieu, je dois me réveiller. Je suis dans un rêve, et c'est la fermeture éclair de ma tente que j'entends. La transition soudaine de la luminosité de la banquette arrière ensoleillée à l'obscurité de ma tente est quelque chose que je n'oublierai jamais, car je suis passé de l'inconscience à la conscience avec cette même pensée unique. Attrape ton arme et vite. J'ai passé des heures au stand de tir avec ce pistolet. Ce n'est qu'un 9 mm compact, mais il est petit, facile à dissimuler et très simple à utiliser. Le seul problème, c'est que je ne m'étais jamais retrouvé dans une situation où je pensais devoir l'utiliser et mon instructeur de tir avait raison. La décharge d'adrénaline est vraiment, vraiment réelle. Même avec toutes les heures d'entraînement, c'était difficile de le manipuler et de le tenir fermement, et pendant tout ce temps, la fermeture éclair de ma tente descendait lentement. On pouvait entendre ce bruit de zip couvrant presque le son de mon arme que j'armais. Je suppose que celui qui était là n'a pas dû l'entendre, car le bruit de fermeture éclair ne s'est pas arrêté jusqu'à ce que je prenne la parole. J'avais probablement l'air terrorisé, mais j'ai quand même essayé de paraître aussi féroce que possible, en disant quelque chose comme « Éloigne-toi de ma tente, si tu ne veux pas mourir ici même ». Le bruit s'est arrêté, mais le silence qui a suivi signifiait que celui qui était dehors n'avait pas bougé. Je lui ai alors dit que j'avais une arme pointée vers l'entrée, et que si je n'entendais pas le bruit de quelqu'un qui se lève et s'éloigne dans les 5 secondes suivantes, je commencerais à tirer. Puis, il y a eu du mouvement. J'ai entendu quelqu'un se lever, puis faire quelques pas en arrière avant d'accélérer, et j'ai pensé qu'il s'était mis à courir. Je veux dire, je courais aussi si quelqu'un dans les bois venait de me menacer de me tirer dessus,
mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Au lieu de cela, je l'ai entendu s'éloigner, ses pas devenant de plus en plus légers à mesure qu'il s'éloignait, puis le silence. Je ne pouvais pas dire si le silence était dû au fait que ses pas s'étaient simplement estompés, ou s'il avait arrêté de marcher et attendait maintenant à distance pour voir ce que je ferais ensuite. Cette pensée m'a paralysé, et je suis resté là, l'arme pointée vers la fermeture éclair, pendant ce qui a dû être des minutes avant de finalement trouver la volonté de bouger à nouveau. Comme je n'étais qu'à 5 km du début du sentier, j'avais encore un peu de réseau téléphonique, probablement d'une antenne près de la route, donc j'ai pu appeler le 17 depuis ma tente. L'opérateur m'a dit qu'il pouvait prévenir la gendarmerie, mais qu'il pourrait aussi envoyer quelques gardes forestiers en quad dans les 20 minutes. Il a ajouté de ne pas m'inquiéter si j'entendais le bruit de leur moteur dans l'obscurité et de le considérer plutôt comme une cavalerie qui arrive. Et c'est vraiment l'impression que ça m'a donné quand les gardes ont finalement débarqué. Mais ça a été 20 longues minutes d'attente dans l'obscurité, à guetter le moindre signe de pas qui se rapprocherait. Quand les gardes sont arrivés, je leur ai raconté ce qui s'était passé, et ils ont inspecté les alentours pour s'assurer qu'il n'y avait personne qui rôdait à proximité. Ils n'ont vu personne, mais ils ont trouvé la trace de l'individu qui s'enfonçait dans les arbres. Donc, s'il se cachait et attendait que je baisse ma garde, ce n'était pas à proximité immédiate. Mais ça ne m'a pas fait me sentir mieux ou plus en sécurité. Alors j'ai accepté leur offre de me ramener vers l'endroit où ma voiture était garée pour que je puisse rentrer chez moi. C'était la première fois que quelque chose comme ça m'arrivait. Et pour information, rien de tel ne s'est reproduit depuis. Mais j'étais vraiment secoué sur le moment, et pas forcément pour les raisons auxquelles on pourrait s'attendre. Je ne sais pas si vous avez déjà été proche de tirer sur quelqu'un, et je suis sûr que vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. Mais ce n'était pas une expérience agréable. J'aimerais être cette fille qui peut raconter avec assurance à quel point elle était froide et prête à abattre un pervers essayant de s'introduire dans sa tente la nuit. Mais je n'étais pas prête. Et malgré toute la préparation que j'avais faite, je ne pense pas que j'aurais jamais été prête à prendre la vie de quelqu'un, peu importe ce qu'il faisait. Mon instructeur l'avait mentionné aussi, comment la peur mène parfois au raisonnement. On pense que sortir une arme va faire que quelqu'un s'arrête et lève les mains comme dans les films, mais le monde réel n'est pas du tout comme ça. Si vous pointez votre arme sur quelqu'un, m'a-t-il dit, vous devez être prête à l'utiliser, car si vous ne le faites pas, il y a une chance qu'il vous la prenne et l'utilise contre vous. Je ne sais pas jusqu'où j'aurais laissé ce type aller avant d'appuyer sur la détente. Vraiment pas. Je lui aurais certainement tiré dessus s'il avait essayé de m'attraper, ou si je l'avais vu tenir sa propre arme. Mais je pense que j'aurais littéralement supplié et imploré qu'il s'arrête, avant de finalement lui mettre cette balle. Je crois que toute cette histoire m'a tellement secoué, pas seulement parce que c'était effrayant pour moi, et c'était vraiment terrifiant, mais parce que ça m'a fait réfléchir pour la première fois à la possibilité de prendre la vie de quelqu'un. Avec les cours d'autodéfense que j'ai suivis, l'instructeur était génial, mais en y repensant, il disait toujours des choses comme « neutraliser la cible » ou « mettre fin à la menace », et je sais que c'était pour essayer de me protéger mentalement des réalités de ce que je faisais. Je m'entraînais à tuer quelqu'un, et laissez-moi vous dire que ça fait un effet beaucoup plus fort que de se préparer à passer à l'acte. Faire du babysitting a toujours été un job plutôt sympa quand j'étais au lycée. C'était bien payé, les familles étaient courtoises et professionnelles, et je passais rarement plus de 4 ou 5 heures sur une mission. La plupart du temps, je m'occupais des enfants jusqu'à l'heure du coucher. Après quoi, je pouvais regarder des films, finir mes devoirs ou rattraper mes séries préférées. Je faisais même du yoga de temps en temps, ce qui semble ridicule avec le recul, à me contorsionner en posture de l'arbre dans le salon d'un inconnu. Je trouvais toujours un moyen de m'occuper, bien que mes plus grandes inquiétudes
et toujours concerné les enfants eux-mêmes. Jamais les maisons, jamais les familles, jamais rien qui rôdait dehors dans l'obscurité. J'avais 17 ans, j'étais naïve, et je croyais que rien de vraiment mauvais ne pouvait arriver dans ce quartier tranquille. Et puis, il y a eu cette soirée tardive d'octobre. L'air était devenu vif, et les arbres étaient presque dépouillés de toutes leurs feuilles, qui bruissaient et chuchotaient sur le pavé. Cette nuit-là, je gardais Alice et Lucas, 2 frères et sœurs que je connaissais depuis un moment. Leur maison était du genre qui parlait en automne, rustique, grinçant doucement dans le vent, entouré de ces arbres squelettiques décharnés. Le jardin s'étendait jusqu'à la forêt, créant ce terrain de jeu idéal. Mon amie Julie était venue ce soir-là pour passer du temps avec moi, chose que nous faisions de temps en temps. Rien de néfaste, et je me rassurais toujours en me disant que ce n'étaient que 2 adolescentes qui se tenaient compagnie pendant que je travaillais. De plus, Alice et Lucas l'adoraient tous les 2. Nous avions une soirée parfaite prévue, un jeu épique de parcours d'obstacles avec frisbee. Alice, qui avait 8 ans, et Lucas, qui en avait 6, étaient fous d'excitation tandis que Julie et moi installions cette cible improvisée et des obstacles autour du jardin. Les règles étaient simples, mais chaotiques. On pouvait faire un certain nombre de pas et devait lancer à tour de rôle, grimper par-dessus quelque chose si nécessaire, puis gagner des points en cours de route. Les 2 enfants adoraient tant jouer ça, alors nous les avons fait commencer. Les frisbees volaient, les baskets martelaient la terre, tandis que Julie et moi suivions, riant et criant des mots d'encouragement. Je dirais que vers 17h, Julie est rentrée chercher des sodas. Et je me suis installé sur le porche pour continuer à regarder Alice et Lucas disparaître autour de la maison, leurs voix s'estompant en écho. C'était une super journée, exactement comme je voulais qu'elle se déroule. Honnêtement, j'étais encore un peu anxieuse d'avoir invité Julie. Je faisais du babysitting depuis 1 an à ce stade, mais je n'avais commencé à inviter mes amis que depuis quelques semaines. C'était totalement secret pour les parents, juste un peu d'amusement honnête pendant que personne d'autre n'était là. Le fait que la journée se déroulait si bien a fait disparaître toute ma culpabilité. Julie est revenue quelques instants plus tard, ouvrant une canette de soda et m'en tendant une. Nous nous sommes assises sur le mobilier en bois du porche, les planches soupirant sous notre poids. La conversation a divagué de l'école au film. Nous nous sommes un peu perdus dans les potins. 10 minutes sont passées, peut-être 20, je ne suis pas sûr. Mais finalement, j'ai levé les yeux en m'attendant à voir Alice et Lucas courir encore partout. Seule, Alice était là maintenant, ses cheveux bruns rebondissant alors qu'elle courait à travers le jardin, jouant au frisbee toute seule. Mon sourire a immédiatement disparu de mon visage. Je me suis redressé sur ma chaise, j'ai jeté un coup d'œil à Julie qui a haussé un sourcil vers moi. « Qu'est-ce qui se passe ?» m'a-t-elle demandé. « Je ne vois qu'un seul des enfants », ai-je dit. La tête de Julie s'est tournée brusquement vers le jardin et elle a scruté la zone aussi. Ses sourcils se sont lentement levés alors qu'elle arrivait à la même conclusion que moi. Peut-être qu'il est juste de l'autre côté de la maison ?» a suggéré Julie. En fait, ça ne m'était pas encore venu à l'esprit. « Où est Lucas ?» ai-je appelé. Alice s'est arrêtée et s'est retournée. Elle respirait fort, les joues rouges. « Il est allé chercher son frisbee », a-t-elle dit. « Il est parti là-bas. » Puis elle a pointé vaguement vers l'arrière de la maison, la direction dans laquelle Lucas avait disparu plus tôt. Il n'est pas encore revenu. Mon estomac s'est serré, et Julie et moi avons échangé un regard inquiet. « Reste ici », ai-je dit à Alice, essayant de paraître calme. Nous sommes allés du côté éloigné de la maison, appelant le nom de Lucas. Les ombres étaient de plus longues maintenant, s'étendant à travers le jardin comme des doigts. Les feuilles craquaient sous nos pieds, alors que nous poursuivions notre recherche, nos voix faisant écho et revenant sans réponse. « Lucas !» a crié Julie, en mettant ses mains en porte-voix autour de sa bouche.
Son nom a traversé l'air de façon étrange dans le calme grandissant. Nous avons fouillé la zone, scruté le jardin et les bois avoisinants, aucun signe de lui. Après ce qui a semblé une éternité, nous nous sommes aventurés dans la rue, regardant de haut en bas à la recherche de mouvement. Il n'y avait personne, nulle part. Et c'était ahurissant et complètement flippant. Ce gamin aurait dû être juste là. Il aurait dû être quelque part, non? Mais il n'y avait rien. Le fait qu'il n'y ait pas d'autres personnes autour était tout aussi étrange. Personne pour aider. Personne qui aurait pu le voir. Peut-être qu'il est retourné dans la maison, a proposé Julie, mais je pouvais entendre l'inquiétude dans sa voix. Pourtant, je suppose que c'était un autre point valable. Peut-être que le gamin s'était ennuyé et était rentré. Ça valait le coup d'essayer. Je me souviens avoir prié pour qu'on le trouve en train de manger une ficelle de fromage et de boire un Fanta dans la cuisine. Nous sommes retournés à la maison, la porte moustiquaire claquant derrière nous. Les pièces semblaient maintenant plus froides, les ombres plus sombres. Nous avons regardé partout, sous les lits et dans les placards, même la cave, qui était toujours verrouillée mais qui semblait d'une certaine façon significative au milieu de notre panique. Toujours aucun signe de Lucas. J'ai commencé à sentir de la glace dans mon estomac, la panique montant juste derrière mes yeux, et je savais que je devais faire quelque chose rapidement. J'avais déjà perdu beaucoup trop de temps. Mes mains tremblaient alors que je prenais le téléphone fixe, prête à appeler ses parents. Avant de composer, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine, plus par réflexe qu'autre chose. Et là, à travers la fenêtre du salon de la maison voisine, je l'ai vu. Je n'arrivais pas à y croire. Cette vision m'a presque retourné l'estomac à nouveau. Quelque chose clochait dans ce qui se passait. Quoi que je regardais, Lucas était immobile, tenant un saucisson à moitié mangé. J'avais le souffle coupé, et le soulagement m'a complètement envahi. J'ai raccroché le téléphone et attrapé le bras de Julie. « Il est à côté », ai-je chuchoté. Elle a froncé les sourcils. Dans la maison des voisins, nous nous sommes précipités dehors et avons rapidement traversé le jardin, nos chaussures raclant le pavé fissuré. La maison du voisin se dressait devant nous, la peinture s'écaillant des volets et les fenêtres embuées. Lorsque nous avons atteint la fenêtre du salon, où j'avais vu Lucas plus tôt, le rideau avait maintenant été tiré, ce tissu floral épais qui bloquait toute vue à l'intérieur. Je me sentais bête de ne pas lui avoir montré un instant plus tôt depuis la maison, mais maintenant je me sentais un peu folle. Pourtant, je savais ce que j'avais vu et j'étais déterminé à ce stade. « Allons frapper », a dit Julie. J'ai eu un déclic. Julie a pris les devants, montant d'un pas lourd les marches de l'entrée et appuyant sur la sonnette. La sonnerie a résonné longtemps et faiblement, mais aucune réponse n'est venue. Nous avons tambouriné à la porte, mon poing devenant douloureux contre ce bois. Enfin, une porte a grincé en s'ouvrant. Finalement, un vieil homme est apparu. Il était chauve et son crâne était tacheté et brillant. Ses yeux étaient teintés d'un bleu pâle et troublant, ses paupières affaissées et à vif, presque roses, comme s'il portait du maquillage ou peut-être avait pleuré. Ses lèvres étaient vraiment minces, presque incolores. Il avait une main sur sa poitrine osseuse, comme s'il était surpris par notre présence. Il avait l'air bizarre, étrange, visqueux. « Comment puis-je vous aider, les filles ?» a-t-il dit de sa voix rauque. « Lucas ?» ai-je dit, ma voix tremblante. « Le garçon que je garde ? Nous l'avons vu à l'intérieur de votre maison. Où est-il » Le vieil homme a simplement cligné lentement des yeux. « J'ai bien peur que vous ne vous trompiez, » a-t-il dit. « Il n'y a pas de garçon ici. » Julie a fait un pas en avant, le fusillant du regard. « Nous l'avons vu, » a-t-elle dit avec colère. « Il est ici. Laissez-nous entrer. Sinon, ça ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas ? Bon sang, Julie se comportait comme une flic ou une avocate, et ça faisait du bien de la voir de mon côté. « Non, non, » a-t-il dit en secouant la tête. «
Je vous ai entendu l'appeler tout à l'heure, et peut-être s'est-il aventuré vers le ruisseau. Il fait ça parfois, vous savez. » Je pouvais sentir le sang battre dans mes tempes. « Non !» ai-je claqué. « Il est ici, et si vous ne nous laissez pas entrer, j'appelle la police. » Les yeux de l'homme ont alors fixé les miens. « Ce n'est pas nécessaire. Je vous promets que vous vous trompez. Je ne suis pas... Laissez-moi entrer !» ai-je crié. « Il n'est pas disponible pour le moment, » a répondu l'homme. « Il est indisposé. » Julie en avait assez. Elle s'est penchée autour de l'homme et a appelé Lucas. Sa voix a résonné dans l'air stagnant. Et puis finalement, nous l'avons entendu. La petite voix étouffée de Lucas, répondant de quelque part à l'intérieur de la maison. Julie a attrapé mon bras, et j'ai pensé un moment que le vieil homme essaierait de nous arrêter, mais il a juste soupiré, ses épaules minces s'affaissant, et il s'est écarté. « J'ai peut-être fait une erreur ?» a-t-il dit. « Peut-être que le garçon s'est faufilé. Les enfants font ça parfois. » Nous avons trouvé Lucas et l'avons attrapé, l'avons sorti de la maison et ramené dans le jardin. Il mâchait encore ce saucisson, l'air légèrement confus. Mes mains tremblaient tandis que je m'agenouillais devant lui. « Est-ce que ça va ?» ai-je demandé. « Qu'est-ce que tu faisais là-dedans ?» Il a juste cligné des yeux vers moi, nonchalant. « J'y vais souvent, » a-t-il dit, comme si c'était complètement évident. Nous l'avons ramené à la maison et mon cœur battait la chamade tout le long du chemin. J'avais l'impression d'avoir évité de justesse une sorte de catastrophe. Perdre un enfant, c'était comme un tabou. Qu'est-ce qui pourrait être pire que ça? À ce jour, je ne peux rien imaginer de pire. Quoi qu'il en soit, heureusement, je l'ai récupéré et je l'ai sorti de là avant que quelque chose de bizarre puisse arriver. Je l'ai pressé de questions et il s'en est tenu à la même histoire. Il affirmait qu'il passait plus de temps là-bas que je ne le savais. Quand nous avons interrogé sa sœur, elle a corroboré l'histoire. Quand j'ai finalement raconté cela à ses parents plus tard, ils ont haussé les épaules, sans inquiétude. « Ouais, » a dit son père, « il joue parfois là-bas. Le vieux type est inoffensif. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Tout le monde connaissait ce type flippant aux yeux roses et savait que le gamin allait là-bas, et personne ne trouvait ça bizarre. J'étais totalement dépassé dans ma capacité à raisonner à ce stade, alors j'ai juste pris mon salaire et je suis parti pour la journée. Je n'ai jamais vraiment fait beaucoup plus de babysitting après ça. Ce voisin me hantait presque. Juste la façon dont il mentait et essayait de garder Lucas là-bas. Tout ça était trop bizarre pour moi. Je ne voulais pas être responsable si quelque chose de fou se produisait avec ce type d'à côté. Je me sentais mal d'abandonner la famille comme je l'ai fait, mais bon sang, ce n'est pas comme si j'allais les garder pour toujours. J'ai pensé que cette rencontre flippante avec le voisin était le moment parfait pour partir. Je ne l'ai pas mentionné à Julie non plus, mais je n'ai jamais oublié cette nuit-là où ce sentiment effrayant que Lucas appartenait presque à cette maison, ne serait-ce qu'un instant. Pendant l'hiver 2015, Laurent Royal, 34 ans, vivait à Nice, une ville métropolitaine vibrante sur la côte méditerranéenne française. Laurent était originaire de Paris, mais après être tombé amoureux d'un homme de la région plus d'une décennie auparavant, il partageait son temps entre la France et l'étranger, tout en exerçant sa passion de toujours, la coiffure. Pourtant, Laurent n'était pas un coiffeur ordinaire et continuait à jouir d'une réputation de professionnel parmi les plus talentueux de la planète. Ses clients comprenaient des célébrités comme Léa Seydoux et Isabelle Huppert, et comme il pouvait facilement trouver du travail des deux côtés de l'Atlantique, son style de vie international était à la fois viable et rentable. Mais vers la fin de 2015, la rupture de sa relation de 12 ans est devenue le catalyseur d'une série d'événements épouvantables. On ne sait pas exactement comment la relation de Laurent a pris fin, mais de son propre aveu, cela l'a plongé dans une dépression profonde et débilitante. Laurent était sujet à de tels accès de mélancolie, ayant déjà subi sa part de tragédie personnelle. Quand il n'était qu'un garçon, ses deux parents sont décédés après avoir contracté le VIH,
qui a conduit au syndrome d'immunodéficience acquise, mortellement dangereux, plus communément connu sous le nom de sida. Le père de Laurent était toxicomane et a contracté le VIH en partageant des aiguilles usagées. Il l'a ensuite transmis à la mère de Laurent sans le savoir. Quand le jeune Laurent a appris que ses parents allaient mourir, cela l'a terrifié. Les voir s'éteindre lentement a eu un effet terriblement profond sur lui. La séparation d'avec son compagnon pendant l'hiver 2015 a provoqué des sentiments similaires de chagrin et de perte, qui ont fait resurgir de terribles souvenirs du décès de ses parents. Laurent savait qu'il devait faire quelque chose pour secouer la dépression qu'il ressentait. Alors, après une période de réflexion, il a téléchargé une application de rencontre connue sous le nom de Grindr. Laurent cherchait sans doute ce qu'on appelle communément un rebond, une brève histoire d'amour censée stimuler l'estime de soi récemment rejetée. Ce faisant, il a correspondu avec un homme écossais de 24 ans du nom de David Roux. David, originaire d'Édimbourg, la capitale écossaise, avait lui-même connu une enfance difficile. Bien que les détails de sa petite enfance soient pour moi flous, nous savons que David a été adopté par 2 parents d'accueil nommés Jacqueline et Henri quand il n'était encore qu'un garçon. Sa mère adoptive l'a décrit une fois comme un garçon vraiment adorable qui était de bonne compagnie. Pourtant, ce qui est douloureusement clair, c'est qu'ils ont adopté un enfant extrêmement abîmé. En arrivant chez eux dans la ville côtière voisine de Berck, Jacqueline et Henri ont remarqué que le petit corps de David était couvert de cicatrices. Ils étaient également plutôt préoccupés par le fait que David avait voyagé avec non pas une, non pas 2, mais 120 poupées Barbie, sur lesquelles il manifestait une féroce protection. Jacqueline et Henri ont essayé d'élever David du mieux qu'ils pouvaient, et ils n'ont pas lésiné sur les moyens pour tenter de changer la vie du jeune homme. Puis un jour, quand David avait une 20aine d'années, il a annoncé qu'il quittait l'Écosse et déménageait à Nice, en France. Bien que ce soit une supposition éclairée, il est facile de supposer que David a déménagé à Nice en raison de sa réputation de havre historique pour les jeunes hommes homosexuels. Il a remercié ses parents adoptifs pour tout ce qu'ils avaient fait pour lui, a promis de rester en contact, puis a finalement déménagé en avril 2015. Environ 8 mois plus tard, David et Laurent ont établi une connexion sur Grindr. Après une période initiale de conversation flirteuse, David a proposé qu'ils se rencontrent. Au début, la perspective de le rencontrer excitait Laurent. David avait 10 ans de moins que lui, et savoir qu'il pouvait attirer quelqu'un d'aussi jeune et beau faisait se sentir Laurent beaucoup mieux concernant sa relation récemment dissoute. En fait, David semblait être en admiration devant l'âge, l'expérience et la profession glamour de son nouveau match. Mais la fierté que le charme de David permettait à Laurent de raviver a peut-être sérieusement obscurci son jugement quant à ce qui s'est passé ensuite. David et Laurent ont échangé des textos pendant quelques jours, jouant avec l'idée de se retrouver pour un rendez-vous. Mais un jour, David a fait une suggestion qui a mis Laurent profondément mal à l'aise. Sur le sujet de l'intimité physique, David semblait rejeter avec désinvolture l'idée d'utiliser un préservatif, ou en d'autres termes, il refusait catégoriquement de porter une protection pour Laurent. C'était une ligne rouge définitive. Et bien que lui et David aient déjà échangé leur numéro de téléphone, il a été tellement offensé qu'il a commencé le processus de blocage sur diverses plateformes de médias sociaux. C'est à la toute dernière seconde que David a réussi à sauver sa tentative de romance lorsqu'il a donné une promesse catégorique de porter une protection au cas où il deviendrait intime. David s'était peut-être sauvé de la section des profils bloqués de Laurent, mais il était toujours sur la corde raide. Au cours des jours suivants, il a travaillé pour regagner la confiance de Laurent en échangeant une série de selfies anodins avec lui. Ces efforts ont porté leurs fruits, et c'est à ce moment-là que David a convaincu Laurent de partager son adresse personnelle. Il a dit plus tard que l'échange d'informations faisait simplement partie de la connaissance de son rendez-vous potentiel.
mais quelques heures plus tard, David s'est présenté à sa porte. Naturellement, Laurent a été surpris par l'apparition soudaine de David, surtout quand il a appelé son téléphone portable en utilisant un numéro masqué avant d'annoncer « Je suis devant ta porte ». Mais d'une manière ou d'une autre, David a réussi à s'introduire chez Laurent, très probablement par pure force de flatterie et possiblement avec une dose de chantage émotionnel. Peut-être y a-t-il eu des discussions sur un malentendu, David disant qu'il était venu de si loin juste pour faire demi-tour et rentrer chez lui. Il ne fait aucun doute que Laurent a commis une erreur de jugement considérable en laissant un quasi-inconnu entrer chez lui, et de son propre aveu, c'était une décision extrêmement regrettable. Pourtant, le prix qu'il a payé relève du cauchemar. Après quelques heures à boire et à flirter, les deux hommes sont montés au lit ensemble, et à l'insistance de Laurent, David a juré qu'il porterait un préservatif. Puis, une fois leur relation intime conclue, le couple potentiel s'est engagé dans une conversation profonde, David partageant sa passion pour le véganisme et les jus de fruits. Laurent a alors tenté de partager certaines de ses propres passions, mais de façon choquante, David a essayé de le convaincre des bienfaits de boire sa propre urine. Les choses sont devenues un peu bizarres, comme Laurent l'a dit plus tard. Puis il a dit « D'accord, c'était sympa, mais tu dois partir maintenant. » Laurent a précisé qu'il n'avait pas été grossier avec David. Il l'a simplement informé de projets de dîner très réels qu'il avait pour cette soirée, l'a remercié pour un moment agréable, puis lui a poliment demandé de partir. En apparence, David a respecté les souhaits de Laurent, mais dans les jours qui ont suivi, il a clairement fait comprendre qu'il s'était senti profondément irrespecté. Non seulement David s'est plaint amèrement à Laurent, mais il est devenu de plus en plus erratique quand il sentait qu'on ne lui accordait pas l'attention appropriée. Pour Laurent, il était clair que leur relation naissante n'avait aucun avenir. Alors, après avoir informé David de son souhait de se séparer, Laurent a bloqué son numéro, l'empêchant d'appeler ou d'envoyer des textos. Environ une semaine s'est écoulée lorsque Laurent a reçu un appel sur son téléphone portable d'un numéro inconnu. Curieux, il a répondu à l'appel pour entendre la voix de David Roux à l'autre bout. « Comment oses-tu me bloquer ?» a-t-il exigé. « Penses-tu honnêtement que tu peux te débarrasser de moi si facilement ? Tu ne te débarrasseras jamais de moi, jamais. Tu vas brûler, Laurent, tu vas brûler. » Une fois qu'il fut clair que le seul but de l'appel était de déverser un torrent d'abus, Laurent Royal a mis fin à l'appel puis a bloqué le numéro. Il pensait que ce n'était rien d'autre que l'œuvre d'un ancien amant amer agissant par dépit. Il ne savait pas que les paroles de David avaient une signification horrifiante. 2 semaines plus tard, Laurent s'est réveillé un matin en se sentant un peu souffrant. Il a pensé qu'il avait simplement attrapé un rhume et qu'avec le repos approprié, il se rétablirait probablement en quelques jours. Mais quand quelques jours se sont transformés en une semaine entière de malaise, Laurent a visité un pharmacien pour acheter des antibiotiques. Cependant, après avoir décrit ses symptômes, le pharmacien lui a strictement recommandé de se rendre à l'hôpital pour un diagnostic plus approfondi. Laurent a fait ce qu'on lui avait demandé et a subi un examen complet suite à une visite chez son médecin généraliste. Puis, lorsque les résultats de divers tests sont arrivés, Laurent a reçu un appel de son médecin. C'était un appel qui allait changer sa vie à jamais. Laurent, qui pensait ne souffrir que d'une souche tenace de grippe, a appris qu'il était séropositif. « J'ai senti que c'était fini, ma vie était terminée », a-t-il dit plus tard. « J'étais anéanti. » Suite au décès de ses parents, Laurent avait emménagé avec un cousin plus âgé qu'il en est venu à considérer comme son père adoptif. Il était dévasté. Laurent a dit qu'il se sentait comme s'il n'avait pas réussi à se protéger de la même chose qui a tué mes parents. Et j'avais promis à ma mère que je ne souffrirais jamais comme elle l'a fait. J'ai dû lui dire que ce n'était pas sa faute encore et encore, mais il pleurait toujours. Il disait toujours qu'il se sentait comme un échec. Dans les semaines qui ont suivi son diagnostic, Laurent a fait des visites répétées dans une clinique médicale locale pour recevoir des médicaments et des examens. Étant le papillon social qu'il est,
Laurent engageait souvent les infirmières de la clinique dans des conversations décontractées et parfois pas si décontractées, comme dans un cas où il a partagé des détails intimes concernant les événements menant à son diagnostic. Alors qu'il parlait, l'infirmière à qui Laurent parlait est devenue livide et a d'abord semblé hésiter à parler avant de dire « Je ne devrais vraiment pas te dire ça, mais tu es la 4e personne à qui c'est arrivé au cours des 6 derniers mois. » Laurent n'en croyait pas ses oreilles. Supposant qu'il y avait eu une sorte de malentendu, Laurent a réitéré que dans ses pensées les plus sombres, il se demandait si un ancien amant l'avait délibérément infecté avec le VIH. Il n'y avait pas eu de malentendu. L'infirmière a confirmé que dans un passé récent, 3 hommes supplémentaires avaient signalé avoir été délibérément infectés par le VIH par un amant récent. Mais ce n'est pas tout. La même personne malveillante les avait en fait nargués par téléphone après leur infection, faisant allusion de manière cryptique aux épreuves qui les attendaient. Le premier était un homme d'une 30aine d'années, Stéphane Roger, qui avait pris contact avec David en utilisant l'application de rencontre Grindr en juillet 2015. D'une manière très similaire à son interaction avec Laurent, David insistait pour que lui et Stéphane se rencontrent à la première occasion disponible. Il a insisté pour que Stéphane passe à son appartement niçois, et quand il l'a fait, Stéphane a trouvé la porte d'entrée ouverte et déverrouillée. « Entre, j'arrive », a dit David par SMS. « Je t'attends ». Peu après l'arrivée de Stéphane, lui et David sont devenus intimes, et à la connaissance de Stéphane, David avait porté la protection appropriée. Cependant, une fois leur intimité conclue, Stéphane a remarqué qu'un préservatif avait été retiré de son emballage mais semblait complètement inutilisé. Préoccupé par le fait que David l'avait peut-être trompé, Stéphane a cherché l'assurance que le préservatif avait été employé. David a rejeté ses préoccupations avec désinvolture en demandant « Es-tu une de ces personnes paranoïaques ? » « Oui, j'ai porté une protection, alors détends-toi. » Une fois suffisamment rassuré que David avait respecté ses souhaits, Stéphane a commencé à tenter d'engager son nouvel amant dans la conversation. Pourtant, quand David semblait beaucoup plus intéressé à montrer à Stéphane ses vidéos Pokémon préférées sur YouTube, Stéphane a suggéré qu'ils se séparent et prévoit de se revoir bientôt. Encore une fois, David semblait prendre ce congé poli avec calme, mais peu après son départ, il a appelé Stéphane sur son portable. Stéphane supposait que le but de l'appel était d'organiser une deuxième rencontre, mais quand il a répondu à son téléphone, David est resté silencieux. Stéphane a demandé s'il allait bien, mais encore une fois, David a choisi de rester silencieux jusqu'à ce qu'il finisse par mettre fin à l'appel sans dire un mot. S'étant révélé inadapté à une relation mature, Stéphane a opté pour ne plus avoir de contact avec le David de plus en plus erratique. Mais à peine 8 jours plus tard, il a reçu une rafale de SMS d'un numéro de portable non reconnu. « Tu es un connard répugnant », disait un message. « Ha ! J'avais enlevé la protection. » Stéphane était abasourdi, mais il n'a pas compris la véritable signification du message jusqu'à quelques semaines plus tard, quand il a commencé à se sentir gravement malade. La deuxième des victimes plus récentes de David était un homme nommé Pierre, qui avait correspondu avec le jeune Écossais après avoir réalisé qu'il fréquentait la même salle de sport. « C'était un beau mec », a dit Pierre plus tard. Il était aussi très charmant au début, mais tout a changé très rapidement. David a répété le schéma d'insister pour que lui et Pierre se rencontrent dès que possible, et quand ils l'ont fait, il a dit à Pierre qu'il ne porterait pas de protection pendant l'intimité physique. Pierre était hésitant. Il connaissait les risques impliqués, mais David a juré sur tout ce qu'il tenait de cher qu'il était clean et que toute intimité qu'il partagerait serait sûre. Mais après, le même schéma post-coïtal s'est déroulé. Après avoir affiché un niveau de maturité choquant, Pierre a proposé qu'ils se séparent. Pourtant, quelques jours plus tard, David lui a envoyé un SMS l'informant d'une nouvelle absolument terrifiante. « J'ai menti »,
disait le message. Je suis séropositif. Pierre était horrifié et a demandé à David s'il était sérieux ou s'il tentait simplement de le terroriser psychologiquement en vengeance de l'interruption de leur aventure. Il invente ça, s'est dit Pierre. Il est juste puéril. Mais David n'inventait rien. Il avait délibérément infecté Pierre avec le VIH. Un troisième homme, nommé André, a partagé une histoire similaire. Il a correspondu avec David via la même application de rencontre que les autres, et au début, il y avait beaucoup de chimie. Il était sexy et semblait être une personne sympa, a rappelé André plus tard. Et en même temps, je n'avais aucune raison de remettre cela en question. Quand André et David se sont rencontrés pour la première fois, aucun d'eux ne portait de protection, mais ils ont décidé de devenir intimes quand même. André a fini par passer la nuit chez David et a affirmé plus tard qu'à ce moment-là, il croyait qu'il pourrait nouer une relation à long terme. Mais cette fois, il a fallu moins de 24 heures pour que David se retourne contre lui. Le lendemain matin, alors qu'André voyageait en bus vers son domicile, il a décidé de vérifier s'il avait de nouveaux messages sur l'application de rencontre Grindr. Cependant, lorsqu'un utilisateur active l'application afin de parcourir les messages, cela notifie les utilisateurs connectés de leur activité. Et c'est ainsi que David a découvert qu'André utilisait encore l'application de rencontre. Moins d'1 heure après qu'ils se soient séparés, la découverte l'a mise en rage. « Je n'arrive pas à croire que tu sois déjà en ligne », a dit David à André par SMS. André a dit plus tard qu'il croyait que David plaisantait et que le message ne constituait rien d'autre qu'un badinage flirteur. Pourtant, quand il est devenu évident que David était réellement furieux et que sa démonstration de possessivité n'était pas une tentative d'humour, André l'a bloqué sur toutes les plateformes, puis s'est résigné à passer à autre chose. Pourtant, un peu plus d'1 mois plus tard, André était sorti boire un verre avec un collègue quand une série de SMS a été envoyée à son portable. « J'espère que tu t'es bien amusé », disait le premier message, tandis que le second, accompagné d'un emoji souriant, disait « J'ai le VIH et maintenant toi aussi ». Il convient de noter que le timing des SMS de David est extrêmement significatif. De nos jours, si quelqu'un est exposé au VIH, il peut obtenir un médicament connu sous le nom de prophylaxie post-exposition, qui a le pouvoir d'arrêter une infection s'il est pris dans les 72 heures. David aurait pu très facilement informer ses amants de son statut de porteur du VIH, mais il a délibérément attendu des semaines pour lâcher la bombe selon laquelle il les avait sciemment et délibérément exposés à l'une des maladies les plus mortelles de l'histoire moderne. Évidemment, quand chacune des 4 victimes de David a réalisé que ses affirmations concernant leur infection étaient légitimes, elles ont éprouvé un mélange d'incrédulité, de confusion et de peur avant de se précipiter vers les services médicaux appropriés pour des tests. Dans certains cas, l'attente n'était que de 24 heures, mais chaque seconde d'incertitude rongeante n'était rien de moins qu'une torture psychologique. André est resté seul, avalant une bouteille de vin et priant pour que les résultats reviennent négatifs. Le lendemain, quand l'appel du médecin est arrivé, il tremblait de peur en passant par les formalités de confirmation de son identité. André s'était presque résigné à la perspective de vivre le peu de temps qui lui restait en tant que porteur du VIH et éventuellement souffrant du sida. Pourtant, une fois les formalités de sécurité terminées, le médecin a dit à André que ses résultats de test étaient négatifs. Il a failli s'effondrer de soulagement et on pourrait en dire autant de Pierre, qui a également reçu le feu vert après une attente brève mais angoissante. Stéphane Roger, en revanche, n'a pas eu cette chance lorsqu'il a été informé par son médecin qu'il avait contracté le VIH. Stéphane était dévasté, mais il a rapidement informé la police des actions de David Roux. Stéphane leur a fourni une description détaillée de David, ainsi que son numéro de téléphone portable, son adresse personnelle et plusieurs captures d'écran de l'échange de SMS qu'ils avaient départagés. Dès le moment où j'ai reçu mon diagnostic, j'étais parfaitement conscient que je devrais le signaler, a-t-il dit plus tard.
avant d'ajouter que David était évidemment une personne exceptionnellement dangereuse qui devait être arrêtée de toute urgence. Grâce aux informations fournies par Stéphane Roger, la police a pu localiser David dans la ville voisine d'Antibes avant de l'arrêter. Pour s'assurer qu'il ne pourrait pas s'échapper, la police a opté pour un raid à l'aube plutôt qu'une visite régulière. Après avoir enfoncé la porte de son appartement, les officiers ont découvert David au lit avec un autre homme qui s'est révélé plus tard être sa 8e victime connue de transmission délibérée. Pourtant, après avoir saisi le téléphone de David et tenté de comprendre l'étendue de sa criminalité, la police a découvert des centaines de victimes potentielles réparties sur ses multiples comptes de médias sociaux, dont beaucoup avaient été établis sous de fausses identités. Chacun de ces hommes a dû être contacté par la police et informé de leur diagnostic potentiel. Suite à son arrestation, les officiers de police ont interrogé David sous caution, le nombre d'accusations passant rapidement de 1 à 4 puis à 7 en l'espace de quelques heures. La police a enregistré l'entretien dans lequel David explique qu'il n'était pas au courant de son statut de porteur du VIH, mais c'était un mensonge flagrant. Au moment où il a été interrogé sous caution, il était explicitement conscient de son propre diagnostic terrible depuis près de 12 mois. La police savait parfaitement que David tentait de les tromper, et sur le papier, il aurait pu être détenu et jugé en France. Mais comme la majorité de ces infractions connues avaient été commises en Écosse avant son déménagement à Nice, il a été transféré sous la garde de la police écossaise, puis transporté à Édimbourg. Pour une raison quelconque, une fois qu'il était en sécurité de l'autre côté de la frontière, la police écossaise a choisi de libérer David sous caution et sous la garde de ses parents adoptifs. Mais presque immédiatement après cette réunion émotionnelle, il a tenté d'échapper à la justice en se cachant parmi les collines de Pentland qui surplombent la ville d'Édimbourg. Quand il a appris que David s'était échappé de la garde à vue, Laurent était furieux. « Je n'arrivais pas à croire qu'il l'avait libéré », a-t-il dit. Surtout qu'il n'arrêtait pas de dire qu'il allait le faire à d'autres hommes. Il était évidemment malade dans sa tête. Je me demandais souvent, avec tout ce temps qu'il a passé à Édimbourg et à Nice, combien d'autres victimes pouvait-il y avoir. Lors d'une recherche dans la campagne d'Édimbourg, la police a finalement trouvé une tente abandonnée contenant une boîte de médicaments sur ordonnance. C'était un médicament antiviral utilisé par les porteurs du VIH, et le nom écrit dessus était David Roux. La police savait déjà que David se cachait parmi les collines de Pentland, mais ce qui était particulièrement alarmant dans cette découverte, c'était que toutes les pilules restaient intactes dans leurs plaquettes thermoformées. Le but du médicament était de rendre son infection moins contagieuse, et en refusant de le prendre, son intention de recommencer l'infection d'autres personnes était terriblement évidente. En novembre 2016, la chasse à David Roux entrait dans son 11e mois et environ 25 victimes supplémentaires s'étaient manifestées pour signaler des interactions physiques avec lui. Naturellement, la police a concentré ses recherches autour des villes de Nice et d'Édimbourg. Pourtant, il ne savait pas que David s'était rendu à Toulouse en utilisant le pseudonyme Gérard Collet. David a tenté de garder un profil bas, mais a continué à utiliser des applications de rencontres comme moyen d'infecter des victimes supplémentaires, dont la première était un homme nommé Thomas. Il m'a toujours été presque impossible d'aborder un homme, a avoué Thomas plus tard. Je suppose que c'est probablement pourquoi j'ai été assez crédule. David a réussi à convaincre Thomas qu'il était amoureux de lui et a ensuite passé un total de 3 mois à vivre sous son toit complètement sans loyer. Il a dit que j'avais de beaux yeux et qu'il aimait les hommes plus âgés. J'étais très flatté, a admis Thomas. Je serais peut-être tombé amoureux du gars, mais le comportement de David est rapidement passé de charmant et attentionné à manipulateur et malveillant. Pendant ce temps, les forces de police en Écosse et en France parcouraient l'Internet à la recherche de toute trace de David Roux. Leur recherche les a conduits à un site d'escorte où un détective a remarqué des similitudes frappantes entre le corps d'un sujet annoncé
et le corps de David. Ils avaient également un numéro de téléphone portable qui y était connecté, et lorsque la police a tenté de trianguler son signal, il a été déterminé qu'il se trouvait dans la maison de l'amant non suspicieux de David, Thomas. Les officiers se sont précipités au domicile de Thomas, mais quand il a réalisé qu'il avait une fois de plus été retrouvé par la police, David a tenté de s'échapper. Piégé aux étages supérieurs de la maison, il a sauté d'une fenêtre du 3e étage dans le jardin d'un des voisins de Thomas. Mais quand il a atterri sur l'herbe mouillée de la pelouse, il a glissé et atterri sur le dos si fort qu'il s'est fracturé plusieurs vertèbres de la colonne vertébrale. La police l'a trouvé allongé, souffrant beaucoup. Thomas dit qu'il ne pouvait pas bouger ou marcher correctement. Supposant qu'il était un complice qui avait sciemment hébergé un criminel, Thomas a été placé en garde à vue pendant environ 5 heures. Cependant, une fois qu'il a découvert qui était réellement Gérard Collé, son arrestation est devenue le cadet de ses soucis. Heureusement, la police a pu lui fournir un test VIH de 30 minutes et il a poussé un soupir de soulagement quand les résultats sont revenus négatifs. « C'était évidemment une bonne nouvelle ?» a dit Thomas. Mais je ne me sentais pas vraiment mieux. Je me sentais utilisé. Alors que David était traduit en justice, cela a marqué un tournant dans l'histoire juridique française, car jamais auparavant quelqu'un n'avait été jugé pour le crime de propagation délibérée d'un agent pathogène dangereux. Après avoir examiné un catalogue de preuves extrêmement accablantes, y compris les textos dans lesquels il narguait ses victimes, un jury de ses pairs a déclaré David coupable de 5 chefs d'accusation de causer des lésions corporelles graves et 5 de tentatives de lésions corporelles graves. Le juge qui présidait l'a alors condamné à 5 ans de prison et a dit à David « Tu as mené une campagne déterminée et haineuse de violence. Les messages que tu as envoyés montrent clairement que tu savais exactement ce que tu faisais. En plus des infractions physiques, il est clair que les effets psychologiques sur les victimes sont immenses. » Le juge a déclaré avant d'ajouter « Il faut savoir que cette sentence ne vise pas à stigmatiser quiconque vivant avec le VIH, mais je ne peux pas envisager un jour où tu ne seras plus un danger pour les hommes homosexuels. Il est rassurant de penser que David a été emprisonné pour ses actions, même si ce n'était que pour 5 ans, mais ce qu'il a infligé à ses victimes restera avec elles pour le reste de leur vie. J'étais assez inquiet quand j'ai reçu mon diagnostic, a dit Laurent plus tard. Je pensais que j'allais être cette personne que personne ne voudra jamais fréquenter. Mais bien qu'il y ait encore des préjugés dans la communauté gay, beaucoup de gens s'en fichent vraiment. J'ai eu une expérience négative avec quelqu'un que je fréquentais, mais ça ne m'a pas vraiment affecté. Ce n'est plus une condamnation à mort, pas même de loin, a poursuivi Laurent. Mais c'est malsain quand quelqu'un fait ce choix pour toi, quand il te prive de ce droit. C'est ce qui est difficile à surmonter. C'est vraiment une dure réalité quand on y pense. Et c'est la chose cruelle avec laquelle je lutte au quotidien. Comment quelqu'un peut-il être si cruel ?